les droits de l'homme, il est en train de mettre les frères musulmans dans les prisons, etc. Mais ces gens-là sont des gens dangereux pour la population égyptienne. Alors, est-ce que les frères, comment ils s'appellent, les deux frères là, les frères Kouachi et Koulibaly, est-ce qu'on a attendu à appliquer les droits de l'homme? La police, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite, il fallait agir. Et des frères Kouachi et des Koulibaly, il y en a plein en Égypte, dans les frères musulmans. Donc c'est un devoir de l'État qui a pu mettre les frères musulmans en dehors du pouvoir égyptien. C'est son devoir aujourd'hui de protéger la population de ces gens qui sont dangereux. Alors le problème qui se pose, c'est qu'ils sont nombreux, pas en pourcentage, parce que sur 90 millions, il y a 15 millions de chrétiens quand même, hein, notez-le, entre 15 et 20, et on cherche toujours à dire il n'y en a que 6 ou 7, hein, parce qu'ils sont 6 ou 7 depuis 100 ans. Hein. Ils sont 15 millions, donc c'est quand même une force importante, et les musulmans les encouragent à prendre leur place dans l'État, parce que pendant les 3 règnes de Nasser, Sadat et Moubarak, ils étaient écartés totalement de la société. Et donc ils se sont mis dans le commerce, dans la réussite universitaire, etc. Mais il n'y a pas eu énormément de gens qui se sont impliqués dans la politique. Et même, ils ont été écartés de la vie, même des places, vous ne trouvez pas dans l'armée ou dans la police ou dans les doyens des universités, il y a très très peu de Coptes. Et on a même interdit qu'ils soient dans les secteurs gynécologiques qu'ils avaient eux-mêmes fondés, parce qu'un chrétien ne doit pas voir une femme accoucher, une femme musulmane. Bon, en tout cas, aujourd'hui, après 2 révolutions, ces 15 millions sont en train de reprendre la place, et ils ont beaucoup lutté. Il y a eu beaucoup de massacres pendant ces 3 années, et pendant ces 60 ans, énormément de souffrances, et énormément de déportations des gens qui partaient de leur village, expulsés par les fanatiques, en inventant une histoire, hein, ou bien un copte qui a une histoire d'amour avec une fille, ou bien de petites bagarres entre un musulman et un chrétien. En tout cas, tout argument était bon pour qu'ils disent la famille doit partir d'abord, et puis tous les chrétiens du village doivent quitter. Donc ces expulsions ou déportations forcées ont eu lieu surtout pendant les 30 dernières années de l'époque Moubarak. Ils ont démarré un tout petit peu au temps de Sadat, pas au temps de Nasser, mais au temps de Sadat, et ils ont continué pendant ces 30 ans, et aujourd'hui elle commence vraiment à diminuer avec la réaction des musulmans eux-mêmes. Et là je veux vous en parler parce qu'il y a cette différence entre les vrais bons musulmans, les musulmans qu'on appelle les musulmans libéraux, et qui constituent la majorité du pays d'Égypte, par rapport à ces 2-3 millions de fanatiques un peu fous d'Allah et un peu fous de religion. Voilà, je crois que je vais arrêter là au niveau de la présentation, mais je voudrais juste rajouter que des choses que j'ai dites hier. Il y a aujourd'hui en Égypte un mouvement d'éveil. La révolution du printemps arabe de janvier 2011 était une très très belle révolution de jeunes qui maîtrisaient un peu l'informatique, le Facebook, le Twitter à l'époque aussi, et qui ont su faire sortir à peu près 3 ou 4 millions dans les rues à la place Tahrir pendant 18 jours pour réclamer la liberté, la justice et l'égalité. Et ce qui était beau sur le plan religieux, c'était que les chrétiens et les musulmans avaient pratiquement une même voix. Et symboliquement, on voyait des chrétiens faire des prières et qui étaient protégés par des musulmans, et inversement, les musulmans faisaient des prières et symboliquement protégés par les chrétiens. On avait aussi des images de jeunes avec la croix dans une main et le Coran dans l'autre, pour dire nous sommes tous des citoyens d'un même pays. Donc c'était beau, hein, mais cette beauté-là n'a pas duré très longtemps parce que, merci à l'administration Obama, elle a poussé pour que les frères musulmans prennent le pouvoir, au lieu que ça aboutisse à une vraie démocratie. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons stratégiques. Une Égypte forte
peut-être ne plaît pas trop à Israël, ce que je ne crois pas, parce qu'une Égypte démocratique, vraiment démocratique, ne peut être qu'un pays qui respecte aussi ses voisins. Mais en tout cas, toutes ces raisons ont fait que les frères musulmans ont pris le pouvoir et Morsi a été élu, on dit ici démocratiquement, et moi je dis non démocratiquement parce que c'était complètement de la fraude. Et même c'était l'autre qui avait gagné, Ahmad Shafiq, qui était un général. Mais les frères musulmans ont menacé que si Ahmad Shafiq devenait président et pas Mohamed Morsi, ils allaient incendier tout le pays. Et vu leur passé violent, Ahmad Shafiq s'est retiré. Voilà ce qu'on dit en tout cas, que le président Morsi n'était pas vraiment un président élu démocratiquement. Alors la fraude, on la connaît, parce que avec de l'huile et des viandes et des paquets de riz qu'on distribuait pour avoir la voix, avec des gens qui ont voté 5 ou 6 fois, avec des gens qui sont décédés mais on retrouve quand même leur bulletin de vote. Bon, donc tous les moyens étaient bons pour que ce soit de la triche. Ils ont fait un stage en Corse, donc... Pardon ? Ils ont fait un stage en Corse. Alors, juste pour terminer, je vais laisser peut-être à question-réponse, je pense qu'on a un tout petit peu de temps. Juste pour terminer, quand je parle d'éveil, éveil signifie que beaucoup de musulmans le disent clairement en Égypte, hein, peu dans les autres pays. Nous avons un problème. Nous avons un problème et il faut qu'on essaie de le résoudre. Et donc il y a beaucoup de gens qui parlent de détails de leur religion et ils disent il y a ça qui ne va pas. Bon, ça c'est des choses qu'on n'entendait pas parler du tout. Donc il y a quelque chose qui se produit. Mais il y a également le président Sisi, qu'on nomme, moi j'étais à une des conférences importantes et j'ai vu quelqu'un très respectueux dire de notre président, c'est un dictateur, le mot est parti, mais non, un sanguinaire, un dictateur sanguinaire. Bon, je pense que s'il y avait des Égyptiens en bon nombre dans cette conférence, ils l'auraient arrêté. Sisi a eu le courage, il a risqué sa vie pour évincer Morsi après cette révolution, la deuxième, dont l'Europe n'a pas entendu parler, 30 juin 2013, un an jour pour jour après sa prise de pouvoir, 30 juin 2012, 30 juin 2013. 30 millions dans les rues. 30 millions. Donc la manifestation la plus grande de l'histoire. Et qui ont dit, comme il l'avait dit à Moubarak, même ils utilisent un terme français, dégage, Erhal en arabe, ils ont utilisé le même terme, dégage, Erhal, on ne veut plus de toi, au bout d'un an. Et Sisi, donc, 3 jours après, le 3 juillet, a demandé à Morsi de partir. Alors, Sisi a fait deux gestes que je voudrais terminer par là, deux gestes historiques. Noël, le dernier, Noël de l'Orient, c'est le 7 janvier. Donc le 6 janvier, c'est l'équivalent du 24 décembre. Donc le 6 janvier, c'est la messe de minuit, l'équivalent de la messe de minuit, à la cathédrale, présidée par le patriarche Tawadros. Et il est arrivé directement de l'avion, il était au Koweït, mais il a tenu absolument à y aller, donc de l'aéroport vers la cathédrale, pour féliciter les chrétiens pour Noël. Alors je dis geste historique parce que ses prédécesseurs, les trois, Nasser, Sadat et Moubarak, envoyaient un délégué ou allaient une journée avant ou une journée après dans le bureau du patriarche pour le féliciter, etc. Mais là, il est allé pendant la messe. Donc c'est le premier président depuis 60 ans, mais le premier gouverneur depuis 1400 ans qui fait ce geste-là. Donc courage. Et je disais hier, ça lui vaut bien une fatwa des intégristes et des islamistes, d'oser faire une chose pareille. Deuxième geste aussi historique, courageux, il est allé à Al-Azhar. Al-Azhar, pour résumer, c'est le Rome de l'islam sunnite, donc la majorité de l'islam. Le Rome, pourquoi? Parce que c'est depuis 10 siècles qu'il existe,
et connu par une institution qui soit modérée. Donc l'imam d'Al-Azhar est quelqu'un dans le monde islamique qui est quelqu'un de très respectueux et de haute autorité. Donc le problème, c'est que dans Al-Azhar, il y a des gens qui viennent à l'âge de 16 ans, 18 ans pour se former, pour pouvoir au bout de 4 ans partir avec un diplôme de théologie islamique et devenir imam dans leur pays. Donc je ne sais pas quel est le nombre exact, mais certainement qui dépasse 1 ou 2 millions depuis l'existence. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors, il y a eu infiltration ou pas dans cette institution, et de façon à ce qu'on n'enseignait pas nécessairement le respect des autres. Et donc il y avait ce que disait El-Sisi: nous sommes responsables de cette idéologie de haine qui se propage dans le monde. C'est notre responsabilité, la vôtre. Il a pointé à Imam Ahmed Taïb, que je respecte beaucoup, que j'ai rencontré. Et c'est votre responsabilité de sortir de là. Et Dieu vous attend pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Donc il a parlé du discours religieux dans les mosquées qu'il faut absolument changer, et il a parlé d'une révolution religieuse. Donc 3 termes: idéologie de haine, discours religieux, révolution religieuse, 3 termes clairs. Et là, je vous garantis que les fanatiques, ça ne leur a pas plu. Bon, en tout cas, ça signifie qu'il y a, sur le plan de la population musulmane elle-même, sur le plan du gouvernement lui-même, toutes les bases qui sont positives pour aller vers l'avant dans ce domaine, pour se débarrasser de cette idéologie de haine. Et je pense que c'est la responsabilité de l'Europe, et plus particulièrement la France, parce que la France a une relation très spéciale avec l'Égypte, du fait que Champollion, c'est lui qui a quand même déchiffré la pierre de Rosette et qui a permis la découverte de l'Égypte pharaonique et l'Égypte ancienne, du fait du canal de Suez, du fait qu'il y a eu énormément d'influences culturelles, la loi au temps de l'expédition de Napoléon, la loi égyptienne, c'est carrément le code civil français. Donc il y a une sorte, comme il y a l'égyptomanie en France, il y a la francomanie en Égypte. Mais francomanie, je dirais non avouée, non exprimée. L'égyptomanie, elle s'est exprimée en différentes sortes, avec des statuts, etc. Donc je dis, la semence est là, il faut l'arroser, et ceux qui peuvent et doivent l'arroser, ce sont les Européens, ce sont les pays développés, les pays occidentaux. Voilà, je vous remercie.